Dans le podcast AWS en français, le mercredi, c'est Women in Tech. Aujourd'hui, avec Christine Charles, on parle d'un parcours qui va du sport à la tech. On vous explique tout ça. Le podcast AWS en français. Sébastien Stormac. Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. C'est tous les mercredis dans toutes les bonnes applications de podcast. Amazon Music, Deezer, Spotify, Apple Podcast, sur YouTube, sans la vidéo, juste avec le son également. Vous êtes nombreux à nous écouter sur YouTube. Laissez-nous vos feedbacks, vos commentaires, les petits pouces vers le haut, les étoiles. C'est comme ça qu'on apprend également quels sont les sujets qui vous intéressent et comment on peut continuer à vous servir le mieux possible avec ces épisodes du podcast AWS en français, soit technique le vendredi, soit les parcours de personnes inspirantes. Women in Tech, on parle de diversité, d'inclusion, d'équité également, avec mon invité aujourd'hui, Christine Charles. Merci d'être là. Tu es directrice CSM chez AWS. Peut-être avant de parler de toi et ton parcours, CSM, c'est quoi ? Bonjour à tous, bonjour Sébastien, merci de m'accueillir pour ce podcast. Alors CSM, ça veut dire Customer Solution Manager. Donc ce sont des personnes qui sont intégrées dans les équipes de vente. Et un CSM va piloter toute l'adoption du cloud chez nos clients, donc sur plus de 220 lignes de services AWS. Et également apporte en fait tout ce qui est pilotage de l'innovation, des nouvelles technologies, et va aider aussi nos clients à adopter plus largement les solutions, donc sur différents types de domaines, que ce soit l'infrastructure, la sécurité, la résilience, la souveraineté, les GenAI, la data, la modernisation. Donc beaucoup de sujets. Et un CSM travaille en général avec un ou deux comptes. Et donc tu travailles avec les plus grands comptes français, en tout cas, les plus grands clients à gérer l'innovation chez eux, l'innovation qui passe par le cloud. Exactement, et l'intérêt aussi de la relation CSM, c'est qu'elle s'établit sur plusieurs années. Donc ce qui donne l'occasion aussi d'avancer en termes de maturité du cloud, et puis de travailler conjointement aussi bien avec les comptes qu'avec les partenaires. Mais t'as pas fait que ça dans ta vie, et c'est ça qui a attiré notre attention, et c'est pour ça qu'on t'a invité dans le podcast également, parce que t'as commencé dans un domaine qui n'a rien à voir avec la technique. T'as commencé dans le sport, et puis de là t'as évolué, et t'as eu plein de changements et d'expériences différentes, et c'est de ça dont on aimerait parler avec toi aujourd'hui. Comment t'as commencé ta carrière professionnelle ? Tu faisais quoi en sport ? Alors, en fait, effectivement, je venais d'obtenir mon diplôme en sport. J'étais plutôt spécialisée en gymnastique. Et en fait, je venais juste de décrocher mon diplôme pour devenir professeur de sport. Quand j'ai rencontré un ami qui m'a montré son ordinateur, qui m'a dit, on peut faire des choses absolument fabuleuses en faisant du coding. Et en fait, j'ai découvert le coding, tout ce qui était gestion de la logique, et j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Ça a été une révélation complète, et je me suis dit, mais si en plus je peux gagner ma vie en faisant ce que j'adore. Du coup, j'ai complètement changé de parcours et d'orientation, et j'ai entamé des formations. Alors c'est la particularité aussi en technologie, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête jamais. Donc, j'ai continué à me former tout au long de ma carrière, que ce soit sur des thématiques plus business ou plus technologiques. Donc en fait en formation et en mode learning et en mode curiosité ouverte en permanence, avec des accélérations, c'était les débuts aussi d'Internet. Maintenant c'est le renforcement du cloud. Maintenant c'est GenAI, donc avec des sujets toujours très très inspirants, très porteurs aussi de nouveautés et de nouvelles façons de travailler. Mais donc c'est vraiment ça, tu étais prof de sport, tu t'apprêtais à être prof de sport, et puis dans un garage, un week-end après pluvieux l'après-midi, tu découvres un ordinateur personnel, tu mets les mains sur le clavier, et tu dis c'est le light bulb moment, comme on dit en anglais, c'est la révélation. Tu dis c'est ça que je veux faire, c'est quand même très différent de la carrière à laquelle tu te destinais. Comment t'as pas détecté ça plus tôt pendant tes études ? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, alors en fait, j'avais montré un intérêt pour l'informatique dès le départ, en fait, pendant mon parcours lycéen et après. Et en fait, j'ai été découragée c'est un comportement que j'ai retrouvé également aussi découragée de rentrer plutôt dans la technologie.
D'ailleurs, on m'avait dit, mais l'informatique, c'est fini, c'est compliqué. Et en fait, je regardais aussi une étude qui s'appelle Gender Scan, qui est sortie en février 2024, et je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes, notamment sur encourager les parcours des femmes sur les parcours des nouvelles technologies ou ingénieurs, où en fait on a un tiers des étudiantes qui rentrent sur lesquels on va essayer de les dissuader de rentrer dans ces secteurs. Donc je pense que c'est important aussi de garder aussi ses convictions et d'aller aussi sur les domaines où on se dit il y a un vrai potentiel. Donc c'est vraiment ça, c'est un environnement familial, social, professionnel, enfin étudiant à l'époque où on disait non, c'est pas pour les femmes, c'est pas pour les filles, c'est trop compliqué, fais quelque chose d'autre. Ouais, Waouh. exactement. Et en fait, quand on regarde un peu l'évolution aussi des parcours hein, qui ont marqué, en tout cas des parcours féminins qui ont marqué l'informatique tout au long des années, ça remonte aussi, je voyais en 1843 avec Ada Lovelace qui a été la première programmatrice Ouais. informatique. Donc Mhm. et on voit dans les années 50, la moitié des effectifs étaient plutôt féminins dans tout ce qui était Mhm. programmation coding. Et puis ça a évolué vers les années 90 où en fait ça a commencé à descendre en représentation féminine. Et je trouve aussi typiquement dans certains secteurs, par exemple la sécurité, on avait 20% des femmes dans les années 80-90 et c'est tombé à 11%. Donc on voit aussi que c'est important aussi d'encourager ces parcours assez tôt. Mais dans mon parcours sport et transition vers le monde de l'IT et de l'informatique, en fait, c'est jamais perdu. C'est-à-dire que il y a des trajectoires qui sont pas forcément linéaires, qui évoluent sur différents métiers aussi, et il y a toujours le choix. C'est ça qui nous intéresse dans le podcast aussi, ce sont ces parcours non linéaires, et on a eu beaucoup d'invités avant toi qui nous expliquaient leur parcours, qui est parfois atypique et différent. Mais à partir du moment où tu as fait ce choix, tu es retourné sur les bancs de la fac pour apprendre, ou tu as appris en plus de ton métier naissant au cours du soir ou autre? Comment s'est passée cette phase de reconversion? Alors j'ai fait une formation pendant 2 années sur tout ce qui était analyse et programmation, donc sur tous les langages, à commencer tout ce qui était basique, Visual Basic, COBOL. Donc je me suis développée sur un parcours plus académique, je dirais. Et puis en fait l'intérêt m'a porté aussi sur tout ce qui était le monde de la donnée. Je suis une passionnée et je suis une fanatique du monde de la donnée et en fait de l'utilisation des données pour améliorer le monde actuel, hein, que ce soit aussi bien en entreprise qu'à titre privé. Et donc j'ai continué à faire des formations hein, tout au long de mon parcours. Je continue. Hein, typiquement en ce moment, je prépare des certifications sur le machine learning et sur tout ce qui est generative AI. Et en fait aussi, je trouve que c'est le côté fabuleux de la technologie, c'est que on continue en permanence à apprendre. Ce qui était vrai il y a 5 jours, il y a un mois, ne l'est plus forcément aujourd'hui. Et moi, j'observe une forte accélération de tous ces sujets. Il y a une complexité aussi, hein, on s'en rend compte chez nos clients. Et typiquement, les rôles de CSM influent beaucoup sur l'expertise et comment structurer aussi une adoption et une accélération du cloud. Donc on voit que ça demande en fait une remise en cause permanente en disant est-ce que je suis à jour, qu'est-ce que je peux continuer à apprendre. Et du coup j'ai fait plusieurs formations, que ce soit HEC, l'INSEAD, et plus des formations aussi business à Sciences Po. Alors j'allais y venir, t'as pas eu un parcours linéaire après ça non plus, parce que t'as eu différents rôles. T'es passé de la technique au métier, au management, revenir à la technique ou revenir en contributeur individuel. Quel a été ton fil conducteur ou ton intuition? Quelle est l'intuition que t'as suivie pour se dire, ok, là maintenant je veux faire plus de métier, je me sens prête pour du management, ou je veux revenir sur des rôles individuels? Comment tu pourrais expliquer les choix de carrière que tu as fait dans ta vie? Alors moi j'ai choisi et la ligne directrice ça a toujours été de travailler dans du multiculturel.
notamment aussi également dans des sociétés américaines, principalement des éditeurs de logiciels, parce que j'ai trouvé une ouverture d'esprit et une volonté aussi d'accompagner, de faire évoluer en termes de connaissances et en termes d'opportunités de carrière. J'ai trouvé qu'il y avait, notamment il y a plus de 20 ans, les sociétés américaines ont porté beaucoup aussi, ont aidé les femmes à avoir des jobs plus haut placés en termes de management, de direction de business unit. Je l'ai retrouvé constamment en fait cette propension à aider, à accompagner également, et puis à donner des possibilités, c'est-à-dire que les évolutions de carrière en fait. Je me suis rendu compte qu'au final, on vous propose un job ou une promotion sur des qualités des fois que vous n'avez pas encore expérimentées. Typiquement la communication, comment voir de l'impact. Plus vous montez en fait dans les jobs à plus forte avec des équipes plus grandes, plus votre impact doit être différent et la façon de gérer aussi, le style de leadership évolue aussi. Donc c'est une constante aussi d'évolution. Et en même temps, donc les sociétés américaines et le multiculturel m'ont beaucoup aidé à rencontrer différentes façons de travailler. Alors des fois ça a été compliqué avec certaines nationalités qui étaient plus directes ou qui étaient moins dans le, je dirais moins dans la négociation, ou qui étaient toujours d'accord avec vous, mais finalement c'était compliqué, c'est-à-dire qu'ils n'avançaient pas forcément sur ce qui était prévu. Donc ce côté multiculturel est enrichissant. Et puis également le type de leadership différent aussi. Et c'est intéressant, moi ce qui me conduit en fait, c'est l'impact et l'influence. Comment on impacte pour une vie meilleure, comment on impacte pour avoir une équipe qui réussit tous ensemble. Et c'est ce que j'ai retrouvé au fil des évolutions de rôle. Est-ce que les sociétés, les compagnies américaines, et je cite brièvement, tu as travaillé pour un partenaire de Hewlett-Packard, tu as travaillé pour IBM, tu as travaillé 18 ans pour Microsoft avant, à peu de choses près d'arriver chez AWS. Donc tu as vraiment construit ta carrière sur des sociétés américaines. Est-ce qu'elles offrent plus de chances d'évolution aux femmes que les sociétés françaises? Est-ce qu'il y a un aspect culturel là aussi? Alors moi, je trouve ils ont été précurseurs en tous les cas sur favoriser. Typiquement, je vois dans les recherches d'emploi, par exemple, et moi aussi, quand je suis rentrée chez AWS, d'ailleurs, je suis rentrée sur un programme de leadership au féminin, qui est un programme particulier chez AWS sur lequel, en fait, vous ne postulez pas à un job en particulier. En fait, vous postulez pour rentrer dans la société, c'est-à-dire qu'on vous donne le crédit de venir vous chercher pour votre expertise, vos compétences, et également d'avoir du potentiel d'évolution dans l'entreprise. Et également, en fait, toutes ces possibilités-là, en fait, d'évolution, je vois dans les recherches, les femmes en général, quand elles postulent à un job, c'est qu'elles sont à 100% en matching avec les compétences. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas postuler s'il y a un décalage, si elles se disent ah voilà, ça je connais pas, ça je sais pas faire. Et en fait, j'ai trouvé dans les sociétés américaines ce pari, en fait, en disant ok, il n'y a pas 100%, mais postule quand même, viens quand même, et on va t'aider sur la partie du gap qu'il peut y avoir, hein, sur les et on t'accompagne aussi pour réussir. Donc sur de la formation, sur du mentorship, sur du sponsorship, et puis sur des programmes aussi d'ouverture, hein, c'est-à-dire que ça aide aussi toutes les personnes à directement réaliser leur potentiel avec des styles différents. Donc j'ai trouvé que c'était très très précurseur, et ça continue en fait. Donc, typiquement dans ce programme leadership au féminin chez AWS, c'est la seule entreprise que j'ai rencontrée qui permettait effectivement de rentrer chez AWS sans un job précis. Je l'ai dit, tu as eu des rôles techniques, des rôles plus métiers, des rôles de management également. Est-ce que la seule évolution de carrière quand on est quelqu'un de technique, c'est de passer par le business et le management ?
Alors, je pense que les parcours, ils évoluent. Je pense que plus on rencontre d'activités transverses, plus on est exposé à des activités transverses, plus on s'enrichit aussi sur la compréhension des enjeux de l'organisation, plus on s'enrichit aussi sur la compréhension des différents métiers, des rôles. Et typiquement, je vois maintenant sur un cycle de vente, en fait, il peut y avoir 10, 15, 20 personnes. Alors avant, il y avait une seule personne qui était en charge. Et maintenant, en fait, la complexité, hein, et de toutes les briques technologiques, de tous les accompagnements, ça passe par le design des architectures typiquement. En fait, il y a de plus en plus de monde, hein, autour d'un cycle d'accompagnement et de vente client. Et en fait, cette compréhension des rôles de vente, de plus technique, d'accompagnement, sont importants. Et typiquement, en fait, ça aide aussi sur la notion de réseau. Je vais y revenir, mais la connaissance et les personnes qui vous connaissent sont importantes aussi. C'est-à-dire qu'en général, on se dit, mais qui je connais? Et pour moi, ce qui est important aussi, c'est qui vous connaît. Et ça fait partie aussi quand on travaille comme ça sur différents pans d'activité, hein, que ce soit marketing, vente, finance, service, support, et autres, vous enrichissez et votre réseau s'enrichit également. Donc l'importance du réseau, des connaissances. Est-ce qu'il y a l'importance d'avoir un rôle modèle également, quelqu'un à suivre ou peut-être un mentor dans l'entreprise, quelqu'un qui peut vous tirer vers le haut? Oui, complètement. Et en fait, chaque type de mentoring, il peut être sur un mode un peu plus long, sur des modes un petit peu plus ponctuels. Le style aussi du sponsor est de toute façon ce sont ce qu'on appelle des force multipliers, c'est-à-dire que ça va vous aider là où vous mettez du temps et de l'énergie. Le fait d'avoir un mentor ou quelqu'un qui vous accompagne va multiplier cet effet. Sur ces conseils, moi j'ai eu trois mentors, alors c'était des hommes et des femmes, et chacun m'a aidé. Et quand on parlait de leadership, de style de leadership, il y en a, je pense notamment à un sponsor qui m'a vraiment aidé sur faire connaître les résultats. Moi je me disais, c'est peut-être un comportement plus féminin, je me disais les résultats vont se voir, il n'y a pas besoin d'en parler. En fait, les résultats positifs vont être forcément visibles. C'est vrai en partie, mais en fait de multiplier et de parler aussi des succès, hein, qui sont forcément collectifs, des équipes, des résultats business. Et en fait cette communication-là, moi ça m'a aidé vraiment à dépasser, à avoir plus d'impact et d'influence, parce que ma communication n'était pas forcément très équilibrée. Je me concentrais plus sur ce qui était à faire que ce qui avait été fait. Donc ça peut déséquilibrer et donner la perception qu'il y a beaucoup de choses à faire et qui n'ont pas été résolues. Donc typiquement, ce sponsor m'a beaucoup aidé. Et après, j'ai eu des sponsors qui m'ont aidé plus sur la notion de carrière, de développement de carrière, en me disant c'est bien d'aller sur un job de sales, c'est bien d'aller sur ce type de fonction parce que ça va te donner aussi une crédibilité, une légitimité. Tu vas apprendre énormément de choses sur la partie relationnelle, exposition avec des exécutifs, des C-level par exemple, qui est importante, notamment toute l'ouverture sur le réseau extérieur à l'entreprise. Et alors, il y a un aspect de ton CV qui m'intrigue un peu, c'est que tu es passé par la case entrepreneuriat également. Oui. Donc, tu n'as pas uniquement travaillé dans des boîtes. À un moment, tu as créé ta propre société. Tu as dû apprendre une tonne de choses en le faisant. Et surtout, tu as décidé de revenir à un rôle employé AWS dans ce cas-ci. C'était quoi le déclic pour passer sur la case entrepreneuriat et comment tu es revenu dans la case salarié-employé? Alors oui, en partant, en fait, je sortais de 18 années, voilà, chez un éditeur de logiciels. Et en fait, je me suis dit, j'ai envie de me réinventer sur la façon, puisque habitué plutôt à des grosses structures, des grandes équipes, plutôt une approche budgétaire, plutôt avec du monde, hein, en fait. Et je me suis dit, tiens, comme je suis passionnée par le monde de la donnée, donc j'ai créé une entreprise qui est spécialisée sur la data stratégie, donc recenser en fait et faire des assessments de toutes les ressources data qui existent
dans les entreprises et les aider aussi à rentrer sur des solutions plus prescriptives, d'AI, de machine learning. À l'époque, on ne parlait pas encore de Gen AI puisque c'est arrivé il y a seulement en 2023. Et en fait, donc pendant 4 années, j'ai développé toute une solution, donc aussi bien l'approche techno que l'approche vente également et marketing. J'étais on était plusieurs et très chanceuse d'avoir aussi récupéré des clients qui ont adhéré à la vision, et puis une trentaine de projets vendus, d'accompagnement, d'assessment, d'évaluation de la maturité des data dans l'entreprise, et voilà. Et puis le Covid est arrivé, avec beaucoup d'entreprises qui ont mis en stand-by en fait leur décision d'investir dans la culture de la data, et en fait j'ai rencontré aussi ce programme leadership au féminin chez AWS, et j'ai rencontré aussi des équipes chez un client qui m'ont convaincu et avec lesquels on a travaillé justement sur des solutions data lake, et en fait ça s'est fait, je dirais, autour d'un café. Donc les opportunités elles se font aussi sur des moments non formels, de croisement de personnes. Et je pense qu'on peut être entrepreneur aussi bien avoir cet esprit entrepreneurial dans une société. Voilà, ouais. Exactement. On est d'accord. Il faut prendre des risques aussi à certains moments dans sa carrière, calculer les risques. Ouais, exactement. Et puis je pense que c'est vraiment un état d'esprit. De se dire que en fait tout est possible, savoir se réorienter. Bon, je pense que le choix entre la détermination et continuer, et puis se dire bon là c'est pas le bon timing, il y a toujours une question de timing à un moment donné, mais je continue en fait l'investissement chez les startups, puisque je m'occupe de 2 startups particulièrement qui sont spécialisées dans les solutions AI. Qui s'appelle Dispo.work et Perspective.technology, et qui propose des plateformes avec des approches très innovantes. Donc je continue à les aider, à les accompagner, aussi bien sur les choix technologiques que de développement business. Et je pense que c'est important aussi de faire partie de tout un écosystème qui va porter et développer aussi de nouvelles approches. Et de tous ces rôles, tech, business, management, entrepreneur, j'allais dire lequel tu préfères, mais je vais poser ma question différemment. Qu'est-ce qui te convient le mieux à toi? Parce que lequel tu préfères, c'est un peu demander lequel de tes enfants tu préfères. Ça se fait pas nécessairement. Mais après pas mal d'années d'expérience, de recul, d'analyse, qu'est-ce qui te convient mieux à toi et pourquoi? Alors moi j'ai deux piliers importants en fait qui me font me sentir en épanouissement et en dépassement. Un, c'est d'avoir des clients, c'est de rencontrer des clients régulièrement et de les aider aussi sur une dimension aussi bien, je dirais, stratégique que d'adoption, donc qui est un petit peu plus pratique, dans les accompagner justement dans la structuration de leur approche. Donc les clients, pour moi, c'est important de les rencontrer au quotidien, des partenaires aussi, puisque en fait, on se rend compte que la complexité de l'adoption des solutions cloud fait que il y a des multiples parties à prendre en compte. Et puis la deuxième sont les équipes. Pour moi, c'est important aussi d'avoir une équipe et d'avoir la possibilité de faire réussir cette équipe. Et typiquement en style de leadership, avant où je me disais le leader doit savoir, maintenant j'ai complètement revu ma démarche qui est de dire je vais poser des questions. Donc maintenant je pose des questions, j'oriente, je donne des idées, mais j'ai plus d'idées, j'ai plus en tout cas de conception en me disant le manager ou le leader doit savoir tout. En fait, il doit orienter, accompagner, mettre en connexion et faire réussir ses équipes dans leur développement en termes d'apport et puis en termes de développement personnel également. Oui, c'est ce qu'on dit souvent, c'est engager des gens qui sont plus intelligents que nous et savoir s'entourer. Et on voit une autre image aussi dans les bouquins de management, c'est ceux qui poussent et ceux qui tirent, les leaders qui poussent et ceux qui tirent.
tu es un rôle modèle. Je sais que mes invités n'aiment pas quand je leur dis ça, parce que tu te considères peut-être pas comme un rôle modèle, mais c'est important d'avoir des personnes comme toi dans l'industrie auxquelles les plus jeunes peuvent se référencer, se tourner en disant voilà ce qu'il y a moyen de faire. Quelles sont les leçons que tu as apprises de ces dizaines d'années d'expérience dans différents rôles? Alors moi les leçons, donc je pense à une qui est de se poser des questions. C'est-à-dire que et de s'adapter. Et en fait, moi j'ai beaucoup appris sur des situations où en fait j'étais pas forcément en zone de confort. Et en fait, plus on est en zone d'inconfort et plus on apprend. Mais je pense qu'il faut aiguiser son mental aussi sur cette partie-là. Parce que c'est pas évident quand on est en difficulté. Je me suis retrouvée en difficulté sur des jobs, hein, et en fait c'était pas facile, et je pense que l'état d'esprit il est très important. Je regardais une étude en neurosciences qui disait que on a plus de 60 000 pensées par jour, et 75% sont négatives. Et je pense que de travailler son approche sur le positif, et puis se dire en zone d'inconfort, on apprend beaucoup. Ça, c'est une première partie. Et puis de demander de l'aide. C'est pas forcément naturel. De se dire, et notamment, je pense que ça résonne beaucoup chez moi. Je demandais pas d'aide, c'est-à-dire je pensais qu'en fait, en tant que leader, en tant que manager, en tant qu'individuel contributeur, je devais réussir à résoudre les problèmes. Et en fait, demander de l'aide. D'abord, personne ne refuse. Enfin, j'ai vu personne refuser au final. Ils sont même plutôt satisfaits, et j'ai toujours vu ce côté-là en fait de développement où les personnes, mais si vous demandez pas, il va pas se passer grand-chose. Il y a encore plein de choses à améliorer en matière de diversité, d'inclusion, d'équité dans les entreprises, mais les mentalités ont changé en 30 ans également, entre l'étudiante que tu étais qui en disait non, l'informatique c'est pas pour les filles, et ce que tu vois autour de toi aujourd'hui. Oui, complètement. Alors, il reste toujours, hein, quand on regarde le chemin parcouru, on dit que ça a été très, très, une accélération très, très forte. Il y a encore, hein, du chemin. Je pense que il faut continuer. Je pense que la tech a besoin des femmes de façon générale. Moi, beaucoup d'évolutions. Il y en a encore, mais je vois en fait que ça doit commencer en fait très, très tôt. Donc moi je fais partie aussi, je m'implique dans les faire connaître le coding, c'est-à-dire rendre accessible aussi bien aux écolières qu'aux lycéennes, qu'un petit peu plus tard, et se dire je le comprends, c'est-à-dire qu'on a tendance à dire que la partie techno elle est réservée aux personnes qui sont plutôt dans les maths, mais les maths sont accessibles aussi. Et également en fait tout ce qui est raisonnement, tout ce qui est logique, on peut trouver des analogies. Donc moi j'aime bien je travaille beaucoup sur tout ce qui est gamification de tout ce qui est coding, pour rendre accessible et se dire je peux le faire, et de mettre les étudiants, les écoliers en situation de réussite très tôt, hein, sur écrire 3 lignes de code. C'est hyper important pour moi, parce que ça donne en fait, ça évite de décourager, ça encourage en fait à continuer à se développer, continuer à apprendre. Comment tu fais concrètement pour inciter les plus jeunes ou les jeunes filles à coder? Tu participes à des programmes, à des associations? Ouais, exactement. Alors je fais partie d'une association en fait qui se rend dans les écoles, dans les lycées, et qui passe une demi-journée, donc avec, alors bien sûr les âges sont différents, avec des programmes qui s'appellent Hour of Code. Et qui permet justement sous forme de petits jeux, hein, d'avoir effectivement et puis de commencer à comprendre aussi, à appréhender tout le raisonnement, toute la logique, et de rendre ça aussi accessible. Donc c'est sous format d'une demi-journée dans les écoles, et on a des programmes, hein, qui sont très ludiques. Voilà. Et je vous mets le lien dans les notes du podcast si vous êtes curieux. C'est Hour of Code, donc HOUR of code.com. Mais le site web est en français, et vous pouvez tout apprendre sur cette association en cliquant sur ce lien. J'aime bien terminer avec une dernière question.
puisqu'on parle diversité, inclusion et équité, quels conseils tu peux donner aux hommes qui nous écoutent pour créer un milieu plus inclusif au travail et dans la société en général? Oui, alors en fait c'est le monde des alliés et qu'il faut cultiver. Effectivement, moi je pense notamment sur la partie réseau. En fait, je vois deux sujets. Sur la partie aider à ouvrir le réseau aux femmes parce que naturellement elles vont peut-être pas forcément demander. Donc je pense que c'est un bon réflexe quand on rencontre soit dans des réunions, c'est d'aider les femmes à se connecter avec d'autres personnes. Et puis après, c'est à elles aussi de prendre le ownership sur ces sujets-là, mais de favoriser, tiens, je pense que ce serait intéressant que tu rencontres telle personne, et de les aider justement à dépasser cette barrière où elles vont pas forcément aller toutes seules. Je pense que déjà, ça aura un effet multiplicateur. Et puis dans les recrutements, je pense que c'est important aussi d'ouvrir des recrutements sur lesquels on se dit si 100% du job n'est pas équivalent, donner la chance aussi parce que le potentiel est là, parce que on croit en la personne et elle va se dépasser. Donc donner les chances à des personnes sur lesquelles on se dirait naturellement ça va pas être possible. Moi, j'ai des nombreux cas de personnes qui ont fait des changements d'entité, typiquement de Amazon vers AWS, et qui sont qui étaient pas même ingénieurs au départ, donc et qui ont une réussite exceptionnelle. Il faut donner la chance. Une carrière inspirante. Merci Christine de l'avoir partagé avec les auditeurs du podcast AWS. Moi, je retiens 3 points que tu as dit. Rester curieux, sortir de sa zone de confort et ne pas hésiter à demander de l'aide également. Christine Charles, tu es directrice Customer Solution Manager, CSM chez AWS. Merci d'avoir partagé ton expérience avec les auditeurs du podcast AWS en français. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, vendredi, dans 2 jours, il y aura un nouvel épisode. Je suis en train de regarder dans mon planning. On parlera d'une banque à ce service, Trésor, qui a développé une banque en serverless, dans des fonctions lambda. Donc ça sera un peu plus technique, un peu différent comme approche vendredi prochain dans toutes les bonnes applications de podcast. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.